Merci beaucoup à la Commission de m'avoir sollicité sur cette question pour faire court. Vous voyez qu'il y a aussi quelques lignes, mais la question c'était comment est-ce qu'on peut impliquer, sensibiliser, mobiliser les parents. Et je trouve que c'est une question vraiment particulièrement importante. Juste pour noter les liens d'intérêt, j'ai écrit ce livre « Protéger son enfant des violences sexuelles », évidemment. C'est ça qui m'amène là. Quand on regarde les actions de prévention, finalement, il y a une implication des politiques, des professionnels. Il y a même un certain nombre d'implications, on va dire, auprès des enfants, notamment tous ces livres, Ton corps t'appartient, etc. Mais où sont les parents ? On a tous ces programmes, on a ces messages, Ton corps t'appartient, dis stop. Et je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement problématique dans le fait que dire à un enfant, et je trouve que c'est tout à fait utile et nécessaire, ne veux pas être mal comprise, ton corps t'appartient, il faut dire stop, sans responsabiliser les parents et donner les moyens aux parents de protéger leur enfant, alors que c'est d'abord à eux de protéger leur enfant, ça fait porter une responsabilité extrêmement lourde sur les épaules de l'enfant. Donc j'étais vraiment ravie d'intervenir sur ce sujet-là, vous l'aurez compris à mon non-verbal. Et donc, à mon sens, les parents, ils sont compétents sans le savoir. Ils pourraient l'être encore plus s'ils étaient mieux informés sur les risques. Ils sont aussi mal informés sur ce qu'ils pourraient faire. Et il manque aussi de soutien par des professionnels informés et formés eux-mêmes. Alors, par où est-ce qu'on va pouvoir commencer ? D'abord, de quelles informations ces parents ont-ils besoin, à mon sens, pour mieux protéger ? D'abord, tout simplement, mieux connaître les situations qui devraient les inquiéter. Pourquoi ? Parce que quand on interroge les parents, les représentations qu'ils ont, elles sont bien sûr assez distordues et très liées à la médiatisation. Donc aux cas les plus sévères ou les plus stéréotypés, mais qui ne correspondent pas forcément à la réalité du risque. Notamment, on est là pour ça, beaucoup de parents ne pensent pas à la réalité du risque entre enfants ou entre enfants et ados. Par exemple, dans les fratries, entre cousins, dans les situations de promiscuité, on l'a nommé à l'instant dans les vestiaires, dans les lieux où il y a de l'intimité, dans le sport ou ailleurs, mais aussi dans des premières relations de couple, par exemple, tout simplement à l'adolescence. On ne pense pas, les parents ne pensent pas nécessairement à se questionner sur la promiscuité, l'incestualité, même si le mot a été discuté aujourd'hui, et ne voient pas forcément l'impact du non-respect du consentement au quotidien dans la relation avec leur enfant, qui à mon sens est quand même très importante en termes de prévention. Ils ne sont pas forcément très au courant des risques sur Internet, et notamment de l'exposition à la pornographie. Et puis, ils manquent considérablement de repères sur mais quand est-ce qu'ils devraient s'inquiéter ? Quels sont les comportements sexuels normaux versus préoccupants ? Ça aussi, on en a largement parlé. Et puis, globalement, si on regarde les choses en face, les parents d'aujourd'hui non plus n'ont pas tellement eu d'éducation sexuelle. À l'époque, on avait les mêmes problèmes au niveau de l'éducation nationale, ou pire. On n'avait pas Internet. Alors, il y avait des avantages, parce que du coup, ils n'avaient pas cette grande exposition à la pornographie et à des contenus extrêmement distordus. Mais il y avait aussi un peu moins d'accessibilité de l'information. Donc, ces parents, je pense que leur difficulté à réaliser l'éducation sexuelle, elle est aussi liée au manque d'information de à quel âge leur enfant devrait savoir quoi et comment on en parle, tout simplement. Il manque de, entre guillemets, méthodologie. Et donc, ces parents, ils ont besoin non seulement de ces informations-là, mais aussi de recevoir de l'aide de professionnels eux-mêmes formés. Et on a vu au cours de ces 2 jours à quel point beaucoup de professionnels sont aussi démunis pour l'éducation sexuelle. Donc, c'est un problème en cascade, d'une certaine façon. C'est aussi en cas de difficulté que ces parents ils puissent avoir des services d'aide qui sont opérants, qui vont répondre et qui ne demandent pas qu'on appelle 15 fois pour avoir une réponse. Dans les situations critiques, les parents ont besoin d'être sécurisés pour répondre de façon cohérente alors qu'ils sont sous stress. L'idée, c'est aussi de favoriser le soutien à la parentalité. Et je pense en particulier à un numéro, une ligne téléphonique qui n'est pas forcément très connue, qui figure dans le carnet de santé pourtant, pour soutenir les parents et répondre à leurs préoccupations avant d'arriver au 119 finalement. Donc comment est-ce qu'on peut la diffuser davantage ? Comment est-ce qu'on peut aussi soutenir ce dispositif-là ? Ça me semble particulièrement important. Et enfin, il me semble qu'il y a un éparpillement des ressources et une diversité des ressources pour les professionnels qui peut déboucher sur une incohérence des réponses qui vont être données. C'est-à-dire, en plus d'être insuffisamment formés et informés, et donc de donner potentiellement des réponses qui sont liées à leur propre expérience, à leur propre croyance, plutôt qu'à des données fiables, les professionnels n'ont pas forcément tous les mêmes ressources, les mêmes référentiels, les mêmes informations, par exemple, sur ce que c'est qu'un comportement sexuel normal ou non, ou inquiétant.
Et donc unifier ces supports-là, unifier la formation, que finalement le contenu qu'on va donner en EVARS, en l'éducation nationale, ce soit un contenu cohérent avec ce que va avoir un pédiatre de son côté, ça me paraît vraiment extrêmement élémentaire. De la même chose, de la même façon, que les services vers lesquels on peut se tourner, enfin, tout ça se soit regroupé dans un endroit simple, facile d'accès. Là encore, parce que quand on est en crise, quand on est inquiet, on n'est pas au maximum de ses capacités, de ses compétences, qu'on soit parent ou professionnel. Donc il faut que l'information, elle soit facilement accessible et si possible qu'on ait déjà eu accès à cette information-là, donc on sache où la retrouver. Question ensuite, c'est comment sensibiliser les parents. Mais il me semble, ça ne va pas être populaire du tout, mais impliquer les parents dans les programmes d'EVARS, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils assistent aux séances en tant que telles. Mais quand on regarde la littérature scientifique sur le sujet, les programmes de prévention qui fonctionnent le mieux sont ceux qui impliquent les parents. Et d'une certaine façon, ça semble tomber sous le sens, non? Parce que les parents savent ce qui a été dit ou fait en séance avec leur enfant. Ils ont été informés en amont, on leur a donné un document éventuellement après. Et ils ont de quoi reprendre les choses avec leur enfant. Ils ont les informations, ça va assurer une cohérence de l'information et du discours et une reprise possible avec peut-être même le lancement, pas même juste la reprise, mais un lancement du dialogue avec les parents qui est forcément beaucoup plus efficace qu'une intervention à l'école seule. Il me semble que sensibiliser les parents, c'est aussi les sensibiliser à des pratiques parentales sécurisantes en termes d'attachement. Pourquoi? Parce que la sécurité de l'attachement, c'est un facteur de protection pour l'enfant en cas de rencontre de l'adversité. Ça va favoriser le fait que l'enfant puisse dévoiler plus facilement, plus rapidement, parce qu'il a l'habitude d'être écouté, parce qu'il a l'habitude que ses émotions, ses sensations soient importantes, qu'elles comptent. Et il sait qu'en cas de difficulté, il s'attend à pouvoir se tourner vers un adulte, ou si possible plusieurs, de confiance. Et puis, il y a un outil qui me semble vraiment crucial, c'est le carnet de santé. On a moyen de passer plein d'informations dans le carnet de santé. Et je pense qu'on peut passer des informations dans la prévention des violences. Il y a déjà des choses sur la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement, mais je pense qu'on peut faire une enveloppe violence plus globale, sans forcément focaliser uniquement sur les violences sexuelles. Ça aide à faire passer beaucoup de messages. Il y a beaucoup d'éléments de prévention qui sont communs à la prévention de toutes ces violences. Donc des repères du développement sexuel normal et inquiétant. On a dans le carnet de santé un certain nombre de repères de développement, pourquoi pas quelques informations élémentaires sur ce sujet-là. Des ressources vers lesquelles se tourner en termes de numéros, sites internet, etc., comme je l'ai évoqué précédemment. Et puis des conduites à tenir simples en cas de doute ou de situation difficile. Donc de mentionner, c'est-à-dire que ce soit là qu'on l'a déjà lu, qu'on sache que ça peut arriver. Comment on détecte les choses? On détecte d'abord les choses parce qu'on sait qu'elles peuvent arriver, parce qu'on y a déjà pensé, parce qu'on est déjà tombé là-dessus sur le carnet de santé. On n'aime pas y penser, j'imagine, en tant que parent, ces choses-là. Mais plus c'est familier, plus un médecin, un pédiatre, un professionnel de santé autre, la sage-femme, pendant les séances de préparation, pendant la grossesse, ont mentionné ces choses-là. Plus ça existe et plus le parent va s'engager dans la prévention. Pas de problème. Et puis, le dernier point qui me semble intéressant sur le carnet de santé, ça existe déjà dans un certain endroit du carnet de santé, c'est que toutes ces ressources, elles peuvent être accessibles via un QR code spécifique. On a déjà un QR code pour autre chose. Pourquoi? Parce que ça permet une mise à jour facile, régulière, sans avoir à changer le carnet de santé. Ça permet que les anciens parents qui n'ont pas de nouveau carnet de santé, les nouveaux, c'est que pour les nouvelles naissances, aient accès à ces informations mises à jour. Et ça permet aussi que le petit qui feuillette son carnet de santé en salle d'attente chez le médecin ne tombe pas sur des informations potentiellement effractantes, bien évidemment. Autrement dit, en conclusion, soutenir les parents, à mon sens, c'est fournir des informations fiables, facilement accessibles sur les risques, sur le développement normal et les signes préoccupants, sur des conduites à tenir claires en cas de difficulté ou simplement en cas d'inquiétude. Et c'est promouvoir la sécurité de l'attachement, évidemment, au niveau de l'écoute de l'enfant et du soutien à la parentalité. Donc on a l'idée de plus le parent est sécurisé lui dans les informations qu'il reçoit, plus il se sent soutenu, plus il est sécurisant. Et donc ça contribue à la prévention de toute forme de violence. Et puis surtout, ça passe par le fait de soutenir les professionnels, de coordonner les informations et les actions des professionnels, de mieux les former et de les inciter à évoquer le sujet de la prévention des violences sexuelles avec les parents à tous les stades de la parentalité et ce, dès la grossesse. Merci beaucoup pour votre attention. Question de la commission.
Bonjour. Bonjour. La commission d'édition vous remercie pour ce rapport très riche en recommandations. En revanche, ce que nous avons noté était que vos recommandations semblent applicables à des parents déjà sensibilisés au risque et plutôt autonomes dans leur parentalité. Qu'est-ce que vous envisagez de pouvoir faire pour susciter l'intérêt des familles plus vulnérables sur le plan psychosocial ou des familles qui ont des vrais freins, qu'ils soient idéologiques, culturels ou même qui ont déjà expérimenté des violences intrafamiliales? Comment est-ce qu'on peut s'adresser à ces familles-là? Je pense que la sensibilisation du personnel de PMI en particulier, les gens qui vont côtoyer ces familles-là au moment où elles deviennent parents, est particulièrement essentiel. Le fait que c'est pour ça aussi que je promouvais cette idée de l'avoir dans le carnet de santé, parce que même s'ils ne le feuillettent pas nécessairement, normalement ils ont tous un carnet de santé. Donc le fait aussi que... Non, il fait 123 pages. Pardon ? Il fait déjà 123 pages. C'est ça. Mais d'où le QR code. Ça ne rajoute pas de pages normalement. C'est vrai que je mise beaucoup sur la formation et l'information des professionnels pour qu'on l'ait, nous, en tête, en fait, en tant que professionnels. Et qu'on ait l'idée de mentionner ça. Que quand on fait la vaccination à l'âge de 11 ans contre le papillomavirus, ce soit quelque chose qui soit mentionné, par exemple. Enfin, il y a différents moments, en fait, dans le développement où c'est possible de mentionner ça. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui. On pensait davantage aux familles des parents résistants et dans la toute petite enfance. C'est vrai qu'on a tous parlé du repérage très précoce et du soutien très précoce. Et on se doute qu'il faut intervenir très très tôt. Donc attendre le HPV, je pense que voilà, ça paraît un peu tardif quand même. Mais je pense qu'en fait, tout ce qui m'a frappé quand j'ai travaillé sur ce sujet-là, c'est à quel point beaucoup de choses vont dans le sens de la prévention de la violence d'une façon générale. Et que quand on investit dans rendre le parent plus sensible, favoriser la sécurité de l'attachement, ça permet aux parents d'investir aussi son enfant différemment. Donc ça implique d'autres choses. Par exemple, la question du congé parentalité, parental, que ce soit paternel ou maternel. On questionnait comment faire en sorte que les pères s'investissent davantage. Je pense que ça passe aussi par là. Et que c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. C'est parce qu'ils côtoient leur enfant, parce qu'ils sont soulagés d'une partie de ce stress, qu'ils sont rendus plus disponibles, ça c'est des choses qui sont quand même bien documentées, qu'ils connaissent leur enfant, qu'ils peuvent repérer quand il y a des choses qui sont un petit peu nouvelles, qui peuvent réagir plus vite. C'est vraiment très tôt cette prévention-là. C'est beaucoup plus large que d'informer sur les violences sexuelles, à mon sens. Très bien. On a une deuxième question, avant de passer le micro à la salle, pardon. On a une deuxième question. On a une deuxième question sur les dispositifs de ressources parentales déjà existants. Merci d'avoir cité la PMI. Vous parliez tout à l'heure d'une ligne téléphonique à destination des parents. Est-ce que vous pourriez préciser de quoi il s'agit ? Elle est dans le carnet de santé. Et comment s'appelle le dispositif ? Alors là, de tête, je ne sais pas, mais j'ai téléchargé le carnet de santé 2025, elle était dedans. D'accord. Alors, je vous retrouve ça sur mon ordinateur, je vais vous le dire tout à l'heure, il n'y a pas de souci. D'accord. On reverra s'il n'est pas obsolète. Et la deuxième question, c'est qu'il existe déjà des dispositifs à destination de tous les parents en prévention à la santé de façon universelle, notamment l'UDAF, la CAF. Est-ce qu'il est envisageable de s'appuyer sur ces structures-là pour soutenir tous les parents, quels qu'ils soient ? Évidemment, ce serait l'idéal, hein. Bien sûr. Et je crois qu'il y a vraiment l'idée de... On est face à un tel problème que plus il y a de gens sensibilisés, on peut plus vraiment envisager qu'un professionnel ne soit pas sensibilisé, je pense, de nos jours. Donc plus il y a de personnes sensibilisées vraiment de façon très basique, mieux c'est. Très, très brièvement, Martine, après je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'ai juste une question, ça a été évoqué par Mathieu Lacambre aussi tout à l'heure, sur le bon moment. Il n'y a pas de bon moment, mais pour commencer à sensibiliser les parents sur ces sujets-là, parce que moi, j'étais promoteur dans le cadre notamment des 1000 premiers jours du fait que justement dès l'entretien prénatal précoce, on commence à sensibiliser les parents, notamment sur la question par exemple des violences éducatives ordinaires. Voilà. Mais est-ce que dès l'entretien prénatal précoce, je vais faire un grand raccourci de façon très caricaturale, vous m'en excuserez, mais est-ce qu'on va déjà commencer à dire aux parents et à les sensibiliser sur le fait que leur enfant pourrait devenir un agresseur sexuel, quoi. Voilà. Dès le 4e mois de la grossesse. Vous avez bien compris mon propos. Voilà. Donc, voilà. À partir de quand, raisonnablement et de façon efficace, mais aussi de façon réaliste, on peut réussir à efficacement sensibiliser les parents sur cette question-là qui est un peu plus sensible que
peut-être que les autres. Oui, merci beaucoup pour cette question. Et je pense que c'est vraiment une question que beaucoup de parents se posent. Et il me semble que de penser les choses en entonnoir nous aide considérablement. C'est-à-dire que les parents se focalisent beaucoup du fait de la médiatisation sur la question de la prévention des violences sexuelles, alors qu'en fait, on va avoir un certain nombre de choses que les parents peuvent faire pour prévenir un certain nombre de violences de façon plus générale, y compris les violences sexuelles, et y compris au cours des 1000 premiers jours. Donc le fait de mentionner auprès des parents, il peut y avoir des comportements difficiles, des comportements agressifs au cours du développement, pas forcément spécifiquement sexuels des 4 mois de grossesse, vous voyez, mais de pouvoir mentionner qu'il se peut que l'enfant soit confronté à des situations difficiles, qu'il s'agisse de violences ou d'une façon plus générale de situations adverses, de traumas, pas forcément interpersonnels, et que faire dans ce genre de situation, quand s'inquiéter dans ce genre de situation, quand consulter, jusqu'à quand c'est normal, vers qui on peut se tourner pour ces questions-là en fait. Vous voyez, à mon sens, c'est répondre de façon beaucoup plus large, sans focaliser trop tôt d'une façon qui serait un petit peu cristallisée, un peu potentiellement traumatisante en fait, et tronquée, parce qu'il y a malheureusement d'autres risques que les risques de violences sexuelles. C'est quand même être efficace, même si dans un premier temps on ne nomme pas les violences sexuelles, mais comme finalement à l'école maternelle, on va nommer ton corps est ton corps, on ne tire pas la queue du chat, enfin, on forme déjà, on sensibilise déjà au consentement et aux limites corporelles. Et on ne parle pas de sexualité pour autant. Pour moi, c'est le même enjeu. Voilà. Oui, je suis là. Je suis très surprise que vous n'ayez pas cité les pages 12 et 13 du carnet de santé 2025, auquel la Société française de pédiatrie médico-légale a beaucoup contribué, mais comme d'autres sociétés savantes et d'organismes, voilà, il y a tout un texte sur la loi du 10 juillet 2019, l'autorité parentale s'exerce sans violence. Alors je pense que cet encart qui figure très tôt dans le carnet de santé pourrait utilement être repris, et je peux vous assurer, pour avoir travaillé avec les services de la DGS pour formaliser les 3 lignes sur les parents, l'enjeu était de mobiliser ces parents sur les violences. Peut-être que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'il faut faire un encart plus tard dans la vie de l'enfant, c'est-à-dire notamment à l'adolescence, sur les violences? C'est une question. Et est-ce qu'il faut le faire sur l'ensemble des violences ou que sur les violences sexuelles? Moi, j'aurais envie de dire quand même faire un encart plutôt positif sur l'ensemble des violences pour que l'enfant puisse être acteur de son parcours, mais je veux bien avoir votre avis, complémentaire à la lumière. Alors je l'ai vu, hein, je me suis réjouie. Je me suis réjouie de la présence de ces 2 pages et du fait que les violences éducatives ordinaires y soient mentionnées officiellement. J'ai trouvé que c'était vraiment un énorme progrès, donc merci. C'est vrai que comme on m'a demandé de plutôt focaliser sur ce qui était encore à faire, c'est un peu dans cette droite ligne de comment est-ce qu'on peut faire plus dans la même idée, y compris sur ce support, à mon avis, assez idéal qu'est le carnet de santé. Et oui, je trouve que mentionner un peu plus tard au cours du développement la question des violences et de que faire, notamment si mon enfant commet des violences, parce que finalement on a beaucoup de ressources, on a un certain nombre de ressources pour l'enfant qui est victime, éventuellement pour l'enfant qui est témoin, mais finalement assez peu de conduites à tenir ou de ressources vers lesquelles se tourner pour l'enfant qui commet des violences, quelle que soit leur nature d'ailleurs. Et peut-être aussi sensibiliser les professionnels qui vont avoir l'usage de ce carnet de santé, parce que ce n'est pas le tout d'avoir cet outil en main. C'est vrai que le pédiatre, le médecin généraliste qui va avoir cet outil en main pourrait aussi bien s'en servir plutôt que de trouver ces pages embarrassantes, quoi. Oui, tout à fait. D'où l'importance de la formation, même très basique, des professionnels, mais qu'ils aient ces informations-là. Ça me semble essentiel. Bonjour, Audrey Bouvier. Alors, rapide, il nous reste 1 minute. Oui, d'accord. Psychologue clinicienne. Je m'adresse du coup à la psy. Est-ce que vous trouveriez pertinent que de la même manière que les parents ont obligation de rendez-vous chez des médecins à certains stades du développement de l'enfant, notamment aujourd'hui avec le dispositif Mon Psy, qu'on puisse de la même manière demander aux parents, imposer aux parents des rendez-vous auprès de psychologues et qui du coup seraient en mesure d'évaluer la qualité de l'attachement Donc l'obligation de soins pour les parents. c'est plus à charge, c'est plus une question d'évaluation que de prise en charge thérapeutique. Mais est-ce que ça
est-ce que c'est pertinent? Avec mon psy, il n'y a pas la question du financement. Ça pose la question de la spécialisation du psy en question, que ça soulève d'autres sujets. À mon sens, c'est plus intéressant en termes de prévention de former, ne serait-ce que de façon assez élémentaire, les pédiatres, par exemple, tous les professionnels qui sont les infirmières PMI, celles qui interviennent à l'école aussi, ceux qui sont en première ligne auprès des enfants, pour qu'ils puissent ensuite éventuellement orienter vers des consultations spécialisées les enfants qui ont des profils préoccupants. Ce sera, à mon avis, plus opérant. Il y a déjà une relation de confiance, en fait, avec ces professionnels-là. Ça change tout, quand même, pour l'évaluation. Merci beaucoup, Johanna.